Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'alimentation chez les reptiles. Dans un premier temps, l'hydratation, puis l'alimentation. Alors, l'abreuvement est nécessaire pour la majorité des reptiles. Leurs besoins hydriques varient en fonction des biotopes d'origine et de l'état d'hydratation des aliments et des proies. La plupart des reptiles se désaltèrent au niveau du point d'eau du terrarium, dans un simple récipient. Les espèces désertiques ne s'abreuvent jamais. C'est l'eau contenue dans la nourriture et les proies qui contribue à leur hydratation. Donc pour certains lézards, caméléons, anolis, geckos, etc., l'hydratation est assurée par l'humidité de l'air et par l'absorption de gouttelettes d'eau présentes sur les plantes ou les décors. Alors il est donc indispensable de pulvériser de l'eau 1 à 3 fois par jour sur la végétation et les éléments de décor ou d'installer un système de goutte à goutte. Pour boire, les serpents doivent plonger le museau dans l'eau et pompent avec la gorge pour aspirer l'eau dans l'œsophage, la langue n'est en aucun cas utilisée pour laper. Maintenant, voyons l'alimentation. Alors, l'alimentation est l'un des paramètres fondamentaux pour un bon élevage des reptiles en captivité. D'un point de vue quantitatif, elle doit couvrir leurs besoins caloriques et d'un point de vue qualitatif, elle doit leur procurer tous les éléments nutritifs nécessaires comme protéines, glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments. L'alimentation et les conditions environnementales sont étroitement liées. En effet, la température externe conditionne le mécanisme de digestion chez les reptiles. Rappelons-le, les reptiles sont ectothermes. En cas de température ambiante inférieure à la température du reptile, il refusera toute prise alimentaire. Ce refus de nourriture est en fait un mécanisme de défense de l'organisme. La nourriture, ne pouvant être digérée correctement, risquerait de pourrir dans les voies digestives et de provoquer une intoxication. Le stress peut également perturber la prise alimentaire. Ce stress peut être généré par une absence d'abri ou de cachette, un terrarium inadapté ou la présence d'un congénère dominant. En cas de hiérarchie établie, les spécimens dominés risquent de s'alimenter moins souvent suite aux agressions du dominant ou à une simple intimidation liée à sa présence. Il est alors nécessaire de les isoler du reste du groupe afin de leur permettre de se réalimenter correctement. Régime alimentaire des ophidiens. Alors les ophidiens sont principalement carnivores et le panel de leurs proies est plutôt varié. La grande majorité des serpents se nourrissent de rongeurs. Toutefois, certains peuvent s'alimenter d'oiseaux, d'œufs, de poissons, donc ils sont piscivores, de lézards, ils sont sauriophages, de serpents, ophiophages, donc cannibales, ou d'insectes, insectivores. Tous avalent leur proie en entier, les uns ingérant des animaux vivants, petits, sans défense, les autres tuant de grosses proies, soit en les étouffant, soit en leur injectant leur venin. Certains serpents ont des régimes alimentaires exclusifs, donc ils ne se nourrissent que d'un seul type d'aliment. L'élevage de serpents ophiophages ou sauriophages s'avère plus compliqué, effectivement, car leur type de proie est peu disponible dans le commerce ou revient cher pour l'éleveur. Fréquence et quantité. L'heure des repas dépend du rythme de vie et des habitudes de reptiles élevés. Les reptiles diurnes seront nourris le jour, les nocturnes la nuit. L'activité des reptiles est déterminée par la température extérieure. À une température ambiante proche de sa température, le reptile assurera une activité soutenue à la recherche de nourriture. Chez les serpents, la fréquence de distribution des proies est fonction de la taille et de l'âge du reptile et de la taille des proies. La prise alimentaire est assez espacée, une prise toutes les 1 à 4 semaines selon l'espèce élevée. Les juvéniles seront nourris plus souvent et les adultes et les spécimens de très grande taille moins souvent que les serpents de taille plus modeste. Les repas seront plus fréquents chez les serpents actifs et plus espacés chez les spécimens léthargiques. Donc en moyenne, on va dire pour un serpent adulte, un repas par semaine, pour un serpent juvénile, un repas tous les 3-4 jours, et pour un serpent de très grande taille, un repas tous les 10 jours.
L'utilisation de pinces spéciales pour la présentation des proies mortes aux reptiles est recommandée pour éviter les morsures par erreur de visée lors de l'attaque du serpent. Alors, elle se révèle indispensable en cas de distribution de proies à un serpent venimeux. Et lorsque plusieurs serpents partagent le même terrarium, c'est vrai qu'il est conseillé de les séparer au moment des repas pour éviter tout cannibalisme accidentel. Aliments pour reptiles. Donc on va voir les proies pour reptiles carnivores. En dehors des serpents à régime alimentaire hyper spécialisé, le régime de base de la majorité des ophidiens et des grands varanidés élevés en captivité se compose de petits mammifères. Ces proies sont faciles à obtenir dans le commerce. La distribution de proies mortes, fraîchement tuées ou totalement décongelées, est préférable à la distribution de proies vivantes pour éviter les morsures de rongeurs et il ne faut pas donner de rongeurs capturés dans la nature car il y a un risque de parasitisme. Voilà. Alors les rongeurs, la taille de la proie sera adaptée à celle de reptiles élevés. Elle sera au maximum équivalente au double du diamètre du corps du serpent. La souris domestique, le rat domestique, le hamster et la gerbille sont les principaux rongeurs utilisés pour alimenter les reptiles carnivores. L'élevage des souris est facile mais demande une maintenance quotidienne et ne sera recommandé qu'en cas de possession de nombreux serpents. Les souriceaux et les souriceaux nouveau-nés permettent de nourrir les petits spécimens et les juvéniles. Et les lapins et les rats serviront à alimenter les grands boïdés adultes comme le python réticulé et le python mollure. Les oiseaux. Alors les oiseaux de volière, poussins ou poulets, seront utilisés pour alimenter certains serpents arboricoles comme le Morelia viridis et de grands boïdés. Les oiseaux sont moins intéressants sur le plan nutritif que les rongeurs et peuvent poser un problème d'approvisionnement. Les œufs ne peuvent pas constituer un régime de base car les œufs d'oiseaux vendus dans le commerce ne sont pas embryonnés et exposent les reptiles à des carences en biotine. Proies pour reptiles insectivores. Alors il y a deux types de proies qui pourront être proposées aux reptiles à régime alimentaire insectivore. Les insectes d'élevage disponibles en animalerie et les insectes prélevés dans la nature. Il est recommandé de diversifier la ration alimentaire en proposant aux reptiles différentes espèces d'insectes issus de différentes sources. Insectes d'élevage, alors on a les grillons, blattes, criquets, teignes de ruche, vers de farine, mouches et drosophiles qui sont des insectes que l'on peut facilement se procurer dans le commerce. Le grillon domestique et le grillon champêtre composent le régime de base de nombreux reptiles insectivores et sont faciles à gaver. Et maintenant, les insectes prélevés dans la nature. Alors, les invertébrés prélevés dans la nature, criquets, sauterelles, araignées, papillons, etc., peuvent être également utilisés pour alimenter les reptiles insectivores. Ils présentent un intérêt sur le plan nutritif car ils consomment de nombreux aliments d'origine animale ou végétale dans la nature. Donc on évitera de prélever ces invertébrés à proximité de champs de culture où des pesticides sont potentiellement utilisés. Ces insectes pourraient alors en être porteurs par ingestion de végétaux traités et pourraient provoquer des intoxications mortelles chez leurs prédateurs. Maintenant, les proies pour reptiles piscivores. Pour éviter les carences en vitamines et calcium, les poissons devront être donnés en entier. La distribution de poissons riches en thiaminase devra être évitée afin de prévenir tout risque d'hypovitaminose B1. Alors, la thiaminase, c'est une enzyme qui dégrade la thiamine, donc la vitamine B1. On l'appelle parfois antivitamine B1. Certains poissons, mollusques, bactéries, plantes et anthropodes contiennent des taux importants de thiaminase. Il est donc évident qu'une alimentation trop riche en thiaminase entraîne une carence en vitamine B1, particulièrement dans le cas d'une alimentation peu variée avec un faible apport en thiamine. C'est principalement le cas d'une alimentation à base de poissons. Donc un déficit en thiamine entraîne des signes généraux cardiaques et neurologiques, amaigrissement, anorexie, insuffisance cardiaque, atrophie musculaire, etc. Alors voici quelques exemples de poissons riches en thiaminase: éperlan, poisson rouge, sardines, carpe, poisson-chat, hareng, morue, etc. Et voici quelques poissons à faible taux de thiaminase, donc le saumon, la truite, le goujon, le gardon et l'anguille commune.
Voilà, c'était Claire Holmes.